Avec 93, écrit en 1872 et publié en 1873, Victor Hugo signe son dernier roman, l'œuvre censée résumer toutes les autres. Un peu comme une cerise sur un gâteau. Et pourtant, il ne choisit pas l'année des libertés qu'a été 1789, mais il préfère 1793, l'année des guerres civiles et de la terreur. À cette époque-là, toutes les frontières étaient encerclées par les ennemis alors qu'à l'intérieur, le peuple s'entretuait. D'un côté, on avait les royalistes, les vendéens, ou les chouans comme on les appelle, et de l'autre les républicains. D'un côté les blancs et de l'autre les bleus. Le problème quand on attend beaucoup d'un livre, c'est qu'on s'en fait une montagne. Pour ma part, je m'attendais à ce que 93 soit un roman historique, épique, grandiose, symbolique et métaphysique. Mais ça n'a pas été aussi simple. Bienvenue dans 93. Dès la première ligne, voilà le roman historique en puissance. Dans les derniers jours de mai 1793, un des bataillons parisiens amenés en Bretagne par Santerre fouillait le redoutable bois de la Saudrée en Astillé. Bon, on est en Vendée, d'accord. Première page de contexte sur la République, grande dame qui recueille 3 gamins et leur mère Michel Fléchard. Et puis nous voilà en mer avec un royaliste qu'on ne nomme pas et qui se bat contre un canon comme si c'était un taureau. Intéressant, mais tu vas où avec ça, Hugo chéri, là? Enfin bon, continuons. Alors que le vieil inconnu pose le pied en Vendée, il voit que sa tête est mise à prix par la Convention, la République donc, et même pire qu'elle est mise à prix par Gauvin, son neveu. En fait, le vieux s'appelle Lantenac, et c'est un royaliste pur sang qui va prendre la tête de la rébellion vendéenne, quitte à massacrer hommes, femmes et enfants. Mais nous voilà déjà en deuxième partie de roman. On n'est plus en mer ou en Vendée, mais à Paris. Chouette, me dis-je, ça risque de s'annoncer beaucoup plus palpitant. Mais non, on rencontre Marat, Danton et Robespierre, les 3 monstres de la terreur. Et le temps devient long, très long. Et puis Hugo se prend de passion pour tous les noms des mecs qui se sont assis sur les bancs de la Convention, pour la description même de l'encrier, qui est posé sur le bureau, qui est posé sur l'estrade, pour toutes les petites phrases qu'on s'est dites à la Convention. Et ça dure 10 pages, 20 pages, 50 pages, 100 pages... Bon ok, mon résumé est un petit peu caricatural pour les 2 premières parties. Bon, la première n'est pas si mal en fin de compte, mais quand même, la deuxième et son délire historique, non, vraiment, c'était au-delà de mes forces. Ceci dit, ça valait vraiment le détour et le temps d'attendre, puisque la 3e partie, mesdames et messieurs, est vraiment grandiose. En Vendée, on retrouve Lantenac et Gauvin qui se battent comme des diables pour leurs idéaux. Pendant ce temps, la Convention a envoyé un ancien prêtre, Simourdin, pour sauver les fesses de Gauvin et celles de la République. C'est lui qui va se prendre la balle que Lantenac destinait à la base à son neveu. Mais Simourdin survit et on apprend alors qu'il a ramené avec lui un terrible objet, la guillotine. Simourdin essaye alors de convaincre Gauvin de mettre Lantenac dessus, à tout prix. Le vieux filou royaliste est enfin bloqué dans la tourgue, l'ancien fort familial où Gauvin lui-même avait grandi. Malheureusement, après quelques péripéties, Lantenac parvient à se faire aider d'un paysan du coin et il finit par s'échapper, mettant au passage à feu et à sang toute la bâtisse. Sauf que, même si Lantenac massacre des villages et tue des femmes, il a soudain un accès de conscience en pensant que les 3 gamins qu'il avait kidnappés, eh bien, vont mourir brûlés à l'intérieur. Oui, les mêmes gamins que la République avait recueillis au début du livre, mais après, c'est Lantenac qui les a récupérés. Comme les républicains n'ont aucune idée que les gamins sont à l'intérieur, Lantenac décide de partir les sauver. Il y arrive, mais en sortant, il se fait prendre par Simourdin qui a enfin touché le grelot, le chef de la révolte chouane. Alors hop, on perd pas de temps et la guillotine qu'on vient de ramener, eh bien on l'installe juste devant la tourgue. Le marquis de Lantenac est jugé en 2 coups de cuillère à peau, mais c'était sans compter sur Gauvin. Gauvin, le chef adoré de tous les républicains, Gauvin, si brave, si courageux, et Gauvin qui pardonne si vite. Il décide d'aller voir Lantenac dans sa cellule et lui propose de prendre sa place après avoir entendu tous les reproches de son chouan d'oncle. Chouan donc, chouan donc, chouan donc, chouan donc. C'est un peu bizarre, non, comme phrase? Donc, comme je disais, après avoir entendu tous les reproches de son royaliste d'oncle,
il décide de prendre sa place. Merci neveu! Plus tard, quand Simurdain vient chercher sa proie, il ne trouve pas Lantenac, mais Gauvin, son fils spirituel. Pourtant, le prêtre va appliquer implacablement la loi. Gauvin est jugé et condamné à mort. Il monte donc sur l'échafaud qui était à l'origine prévu pour son oncle. Au moment même où le couperet tombe, on entend alors Simurdain qui se transperce le cœur d'une balle. Maintenant, quant à savoir qui a gagné la guerre, des républicains ou des royalistes, ce n'est plus vraiment le propos. Le livre se termine sur ces deux âmes qui montent ensemble au ciel. Si l'on est un petit peu décontenancé et mitigé à la lecture du roman, c'est sans doute parce que Hugo mêle masse d'influences. D'un côté, on aurait envie de dire que c'est un roman historique, mais en réalité pas tant que ça, puisque c'est aussi un roman épique, un roman poétique. Bref, ce qui est absolument fascinant avec 93, c'est que Hugo parvient à faire de l'histoire un mythe, une légende. Mais il faut tout de suite préciser quelque chose. Si Hugo a la tête d'un parfait papier gâteau, effectivement, il faut dire que politiquement, il a un petit peu tourné à tous les vents quand même. Déjà, précisons que sa mère était royaliste et que son père a combattu pour la Vendée. Donc niveau embrouille dans ton enfance, t'es servi. Du coup, Totor commence par suivre les idées de sa mère, et est d'abord royaliste, puis républicain, et enfin démocrate. Quand il écrit 93, qui est donc son dernier roman, il adopte effectivement des idées démocrates à travers la parole de Gauvin. Hugo soutient donc les républicains et la terreur. Pour lui, la terreur était absolument indispensable pour préserver les acquis de la Révolution et la toute jeune République. Se joue donc dans 93 un combat entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière, entre Lantenac et Gauvin. Et c'est beaucoup plus difficile que ça. Il faut voir aussi que Lantenac, qui est le plus violent et le plus cruel, décide en fin de compte de sauver les enfants qui incarnent le futur et l'avenir de la jeune République. À côté de ça, Simurdain va aller à l'encontre de son cœur et sacrifier son fils spirituel au nom de la République. Comme quoi, ombre et lumière se mêlent en permanence. Si l'histoire de ces personnages qui font et vivent l'histoire atteint le rang de mythe et de légende, c'est aussi parce qu'il y a des symboles tout au long du livre. Déjà dans le premier chapitre avec le canon qui devient taureau, mais également avec tous les lieux qui parsèment le roman. La tourgue où s'abrite Lantenac est comme une nouvelle Bastille. Et vous voyez en ce moment le dernier dessin jamais réalisé par Hugo, la tourgue justement. Dans les dernières pages, ce lieu s'oppose à la guillotine. La tourgue, c'est l'horreur du passé, alors que la guillotine incarne la nouvelle horreur qui va balayer le passé de la mémoire. À travers la description, Hugo fait presque passer la guillotine pour un animal, un être vivant. Un autre symbole fort, ce sont les enfants. D'abord recueillis par la République avec leur mère Michel Fléchard, cette dernière est ensuite laissée pour morte par les royalistes qui vont lui enlever ses 3 enfants. Ils représentent le peuple, un peuple qui ignore qui se bat contre qui. La mère et ses 3 enfants sont en fait politiquement anonymes et ils représentent le futur de la France. Leur ignorance permet en réalité de dénoncer toutes les horreurs de cette époque. Mais le personnage le plus fascinant reste sûrement Gauvin. Gauvin est toujours à la limite entre deux mondes. À la fois il appartient au peuple, mais il est en même temps aristocrate. Il appartient au monde des hommes et il est pourtant décrit comme un archange. Quand il est rejoint par Simurdain dans sa cellule, les deux hommes parlent de l'avenir. Et grâce à ses connaissances et à sa conscience incroyable du monde qui l'entoure, Gauvin est capable de prévoir des choses que la République n'est même pas prête à entendre. Et quand il meurt, cette parole meurt avec lui. Alors 93, roman historique? Eh bien non. Victor Hugo crée l'illusion d'un monde cohérent et réaliste, mais ne comptez pas sur ce livre pour vous en apprendre plus sur la guerre civile. Ça risque en fait de vous paumer plus qu'autre chose. À partir du moment où Simurdain a plus de place que Robespierre, on ne peut pas vraiment parler d'histoire. Hugo intègre des personnages fictionnels à l'intérieur d'un monde assez proche de la réalité. Mais il ne s'agit pas pour lui de peindre un moment historique, mais un moment d'humanité. Il cherche à apporter une signification profonde à une période très troublée en mêlant histoire et fiction, réalité et invention. Et comme le disait le grand bonhomme lui-même au début de la 3e partie, l'histoire a sa vérité, la légende la sienne. 93 se veut comme une légende et c'est pour ça que la dimension poétique de l'écriture tient une place toute particulière. Du coup, les 2 dernières phrases du roman sont 2 parfaits alexandrins, mais je vous laisse aller vérifier par vous-même. La vidéo sur la biographie de Victor Hugo devrait arriver dans les alentours de janvier, donc d'ici là je vous souhaite de très belles fêtes, et d'ici à ma prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et bonne lecture. C'était pas en rouge.
Tout était en bois excepté le triangle qui était en fer. On sentait que cela avait été construit par des hommes, tant c'était laid, mesquin et petit. Et cela aurait mérité d'être apporté là par des génies, tant c'était formidable. Cette bâtisse difforme, c'était la guillotine. En face, à quelques pas dans le ravin, il y avait un autre monstre, la tourgue. Un monstre de pierre faisait pendant au monstre de bois. Et, disons-le, quand l'homme a touché au bois et à la pierre, le bois et la pierre ne sont plus ni bois ni pierre et prennent quelque chose de l'homme. Un édifice est un dogme, une machine est une idée. La tourgue était cette résultante fatale du passé, qui s'appelait la Bastille à Paris, la Tour de Londres en Angleterre, le Spielberg en Allemagne, l'Escurial en Espagne, le Kremlin à Moscou, le château Saint-Ange à Rome. Dans la tourgue étaient condensés 1500 ans, le Moyen-Âge, le vasselage, la glèbe, la féodalité. Dans la guillotine, une année, 93, et ces 12 mois faisaient contrepoids à ces 15 siècles. La tourgue, c'était la monarchie. La guillotine, c'était la révolution. Confrontation tragique.